Jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Le marché américain qui est attentiste avec les minutes de la Fed qui sont attendues et puis Jackson Hole en fin de semaine, hein, évidemment, qui sera le rendez-vous, le point d'orgue de la semaine. Oui, absolument. Ces minutes de la Fed, en fait, elles ont quand même une certaine importance parce que ce qu'on veut voir, il faut se souvenir, quelle était la position des membres qui s'opposaient à une baisse des taux. Il y en avait 2 qui avaient voté contre une baisse des taux lors de la dernière séance du bureau de la Fed. 2 membres donc avaient voté contre, mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y avait aussi des membres qui avaient voté pour cette baisse des taux, mais qui avaient des doutes ou qui ont exprimé des doutes. Donc ça, c'est la première chose qu'on veut voir dans ces minutes de la Fed. Et l'autre chose, évidemment, ça va être toujours cette attente du discours de Powell à Jackson Hole, avec l'idée que maintenant, qu'est-ce qu'on entend? On entend le président Donald Trump qui dit « Ah, mais il faudrait que la Fed baisse les taux de 100 points de base », ce qui est premièrement absolument absurde, deuxièmement absolument pas dans les cartes. Mais le problème, c'est que si on met maintenant dans l'esprit des investisseurs que la Fed, si elle ne baisse pas les taux, par exemple au mois de septembre, agressivement, d'au moins 50 points de base, si on met dans l'esprit des investisseurs que c'est une erreur de la part de la Fed et que les marchés sont déçus, ça va amener de la faiblesse. Donc je dirais là, le discours de Trump n'aide pas ce matin les marchés. Alors, il y a quelque chose qui peut éventuellement aider le marché, être un moteur pour stabiliser un petit peu les choses. C'est de plus en plus, on regarde la presse américaine, on lit des rumeurs d'actions, de plans budgétaires. Est-ce que c'est quelque chose qu'on commence à entendre et à prendre au sérieux du côté de Wall Street ? Je pense qu'il faut le prendre au sérieux parce qu'il y a une chose que l'on sait, c'est que Donald Trump ne veut pas une récession, mais comme c'est pas par la force de la parole qu'il peut empêcher une récession, il y a des mesures potentiellement qui pourraient venir en appui de l'économie américaine. Et là, il y a eu ce qu'on appelle un white paper, donc un projet d'une équipe de la Maison Blanche qui proposait quelques mesures qui pourraient en fait bien aider l'économie. Alors une de ces mesures, ça serait tout simplement baisser les impôts sur les salaires qui sont saisis à la source. Mais ces impôts, c'est des impôts qui sont destinés à la sécurité sociale, qui sont destinés aux programmes sociaux, Medicare et autres. Mais ils sont élevés, puisque il s'agit de 12% qui sont imposés à la source et qui sont partagés 6% pour l'employé, 6% pour l'employeur. Même Obama avait déjà baissé une fois ses impôts sur les salaires de 6 à 4%. Donc oui, ça pourrait bien aider s'il y avait une baisse des impôts à ce côté-là. Sauf que évidemment, c'est difficile de baisser les subventions à la sécurité sociale parce que vous aurez directement les démocrates qui vont s'y opposer. On parle d'autres mesures qui, elles, seraient beaucoup plus critiquées, comme ça serait par exemple de baisser la taxation des gains sur les plus-values, sur les gains en capitaux. Alors évidemment, ça bénéficie les investisseurs et ça bénéficie une certaine tranche de la population, mais évidemment, ça bénéficie les gens les plus favorisés. Donc ça serait pas une mesure extrêmement populaire en période électorale. Mais je dirais ce qui est positif, c'est de voir qu'il pourrait y avoir des mesures fiscales annoncées. Alors si c'est pas demain, ça pourrait être ces prochains mois. Et qu'il faut vraiment se dire que la politique fiscale, à la limite actuellement, serait beaucoup plus importante et stimulante que la politique monétaire, car on sait très très bien que, par exemple, face à une guerre tarifaire, baisser les taux d'intérêt n'ont absolument aucun impact sur la consommation. Par contre, baisser l'imposition sur les revenus, ça aurait un impact positif. Alors, il y a un sujet, j'allais dire, limite philosophique, au regard de Wall Street, qui émerge un petit peu, sur les dividendes, les rachats d'actions. Les rachats d'actions, on est au plus haut historique, là, en ce moment, du côté de Wall Street, si j'ai bonne mémoire. On a un ensemble d'hommes d'affaires et de patrons américains qui se regroupent sous le nom Business Roundtable, autour de Jamie Dimon, le patron de la banque JP Morgan, et qui disent, ben voilà, l'entreprise est destinée à autre chose qu'à uniquement nourrir, payer l'actionnaire, il faut avoir une conscience sociale, il faut rééquilibrer le rôle de l'entreprise dans la société. Est-ce que ça a du retentissement du côté de Wall Street en ce moment, ces déclarations, cette initiative ? Alors d'abord, il faudrait souhaiter que ça ait du retentissement, parce que c'est clair que l'entreprise
a un rôle dans la société qui est beaucoup plus important que juste enrichir ses actionnaires. Ça, c'est la première chose. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Cette doctrine dont vous parlez, qui vient de l'époque de Milton Friedman, c'est de dire qu'en fait, le rôle d'un chef d'entreprise, le rôle d'un board, d'un comité de directeurs d'une entreprise, c'est de faire croître au maximum les profits de cette entreprise. Et comme ces entreprises sont publiques, qui dit croissance des profits, dit travailler pour les actionnaires de l'entreprise. Et on ne parlait pas du tout à ce moment-là de travailler pour le bien de la société ou pour la justice sociale. La grande question, c'est est-ce que, en mettant maintenant ce genre de sujets sur la table, est-ce que c'est faisable? Est-ce que tout d'un coup, on va pas avoir des boards ou des directeurs ou des chefs d'entreprise qui vont prendre des décisions qui, à leurs yeux, sont peut-être potentiellement bonnes pour la société, mais qui ne le seraient pas forcément parce que, en fait, est-ce que c'est aux chefs d'entreprise de décider de l'avenir de la société? C'est vraiment, comme vous le dites, vraiment un sujet philosophique. Et c'était quand même plus simple pour tout le monde de dire, bon, bah, une entreprise en bourse, ce qu'il faut, c'est qu'elle profite à ses actionnaires. Maintenant, extrêmement bien de rajouter un domaine de conscience sociale, de lutte contre la pollution, le réchauffement atmosphérique et tout ça. Sauf que pour mettre ça vraiment en place, il suffira pas juste des paroles, mais de voir la volonté, comme vous le disiez, d'un Jamie Dimon, par exemple, et de beaucoup d'autres, de donner peut-être plus de place dans la société à l'entreprise, ça ne peut qu'être positif. C'est un deuxième coup important, parce que moi je me souviens aussi de Larry Fink, le patron de BlackRock, le géant de la gestion, qui avait aussi émis le souhait d'avoir des règles beaucoup plus strictes en matière de bonne gouvernance dans les entreprises dans lesquelles BlackRock pouvait investir, par exemple. Donc on sent que ça semble émerger, cette affaire. Non, c'est clair qu'il y a une nouvelle conscience aux États-Unis de la part des dirigeants d'entreprise, de la part des dirigeants de banques, des investisseurs, et puis aussi de la part de tous les jeunes qui sont quand même actifs dans les marchés financiers et qui ne veulent pas que leur argent aille à des causes qu'ils n'aiment pas. On entend par exemple que, et c'était il y a quelques minutes, Dick's Sporting Goods, c'est la plus grande chaîne de magasins de sport aux États-Unis, déciderait peut-être de ne plus vendre d'armes de chasse. Alors ça a l'air de rien, sauf que c'est une importante source de leurs revenus, c'est plus de 20% de leurs revenus. Et s'ils décident, alors que c'est une chaîne de sport, de ne plus vendre de fusils de chasse, ça envoie un signal d'abord, évidemment, fort, mais c'est aussi parce que vous avez beaucoup de pression qui se met, je dirais, au niveau de la base pour que les entreprises aient un rôle plus, alors on peut le dire social ou en tout cas plus responsable, et je dirais responsable est un très très bon mot, un rôle plus responsable dans la société. Et la responsabilité de l'entreprise à ce moment-là, ce n'est pas juste de créer du profit, c'est aussi d'améliorer, je dirais, le niveau de vie, mais aussi améliorer peut-être le tissu social, les relations et tôt ou tard l'environnement. Alors on va revenir à nos basses considérations financières parce qu'il y a quand même aussi pas mal d'actualités du côté de Wall Street. En particulier cette grosse opération de la part d'Elanco qu'on connaît pas forcément très très bien en Europe, mais qui est un géant américain de la santé animale qui va racheter les activités de santé animale précisément de l'allemand Bayer. Il y en a un petit peu plus pour 7 milliards de dollars. C'est regardé comment du côté de Wall Street? Si on regarde bien les titres en bourse, on a Elanco qui recule de 4,8%, mais est-ce que là aussi il y a quelque chose d'important selon vous? Oui, alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, l'animal est le meilleur ami de l'homme, mais aussi est une énorme source de dépenses des ménages. Et c'est clair que la santé de l'animal, la nourriture de l'animal, vous avez beaucoup d'animaux maintenant qui mangent que des produits bio, hein, qui sont vraiment nourris peut-être aussi bien que les humains. Donc il y a de la part des Américains vraiment là une préoccupation très importante pour les animaux domestiques. Alors pourquoi cette opération? Pour le moment, il y a une très grosse compagnie leader dans la santé animale, c'est Zoetis. Et derrière, vous aviez Elanco dont vous parlez, et puis vous aviez des tas de compagnies qui ont encore des activités dans la santé animale, qui étaient des activités parallèles, qui n'avaient pas vraiment de résonance dans le reste de leurs opérations, comme dans le cas de Bayer.
Alors, Bayer, maintenant, on sait aussi très très bien qu'ils ont beaucoup d'autres problèmes, qu'ils ont besoin de cash, qu'ils ont besoin de rembourser une dette qui est énorme, et puis qu'ils sont face à des problèmes de responsabilité civile à cause du rachat de Monsanto et de toute la politique sur les glyphosates. Donc, ils vendent cette activité à Elanco. Tout le monde pourrait dire, mais c'est formidable, Elanco va se renforcer. Sauf qu'une fois de plus, qu'est-ce qui se passe? Elanco va financer ce rachat avec de la dette, donc elle augmente beaucoup son niveau d'endettement. Elle va aussi le financer un peu avec des actions. C'est tout ce que Wall Street n'aime pas, et ça explique un peu la baisse de Elanco aujourd'hui. Mais de voir, disons, deux grosses compagnies monter en puissance dans un secteur qui, lui, continuera, je pense, pendant très très longtemps à avoir une très belle croissance, c'est plutôt porteur, et peut-être que les investisseurs, tôt ou tard, devront jeter un coup d'œil plus intéressé à Elanco. Allez Grégory, un dernier mot des publications du jour. On a eu Home Depot, on a eu Baidu, on a eu Kohl's. Si vous deviez en retenir une assez caractéristique, ce serait quoi? Je dirais qu'on voit que c'est pas si simple. Hein. Parlons peut-être pas de Baidu puisque c'est une compagnie chinoise. Parlons de Home Depot, parlons de Kohl's, parlons de TJ Maxx. Que ces compagnies battent ou pas les estimations, et la plupart ont des résultats meilleurs que prévus. Mais qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'elles ressentent vraiment l'impact des tarifs. Et c'est évident, si vous pensez à la distribution, ces compagnies, ces grands magasins, ils importent déjà beaucoup de produits taxés de la Chine et ils n'arrivent pas à transmettre ces hausses de prix à leurs clients. Dans le cas d'un Home Depot, c'est assez intéressant en fait, parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que leurs ventes sont légèrement en baisse. On n'a pas du tout l'habitude de ça. Mais pourquoi leurs ventes sont en baisse? La vente, c'est un chiffre en dollars. Tout simplement parce que le cours du bois de charpente, c'est un peu technique, mais le cours du bois de charpente s'est effondré aux États-Unis. Et comme c'est 16% de leurs ventes, baisse du bois de charpente, ça veut dire baisse du dollar, du niveau de dollar de leurs ventes. Ça n'inquiète pas du tout les investisseurs et ils rachètent Home Depot ce matin. Kohl's, ils s'en sortent plutôt bien, mais je dirais qu'ils s'en sortent plutôt bien, non pas forcément grâce à leur business, mais grâce à deux initiatives. Une, c'est qu'ils ont fait un accord avec Amazon qui permet, si vous achetez un produit sur Amazon et que vous voulez le retourner à l'expéditeur, vous voulez le rendre ou l'échanger, vous pouvez aller directement dans un magasin Kohl's et déposer ce produit, ça ne vous coûtera rien, c'est Kohl's qui va s'en charger. Donc ça amène du trafic chez Kohl's. Et puis une autre chose, comme beaucoup de grandes surfaces, Kohl's, ils ont trop de surface, si je puis dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une initiative où ils louent une partie de leur surface à des salles de sport. C'est assez nouveau comme concept, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, où il y a beaucoup trop de surfaces commerciales, on va vers une réutilisation de certaines surfaces commerciales pour des activités qui n'avaient aucun rapport avec la vente de détail. Merci beaucoup Grégory Volokin en direct de Wall Street, président de Mescart Financial Services, du côté de Wall Street où le Nasdaq est en train de perdre 0,42% et le Dow Jones en repli de 0,25%. Un petit coup d'œil sur ce qui se passe en Europe, on est en baisse de 0,6% à Paris.